On sait très bien qu'un consensus global, ça ne peut pas exister aujourd'hui. Ouais. Il y a vraiment une faille de sécurité béante. Tout le monde sera d'accord pour changer, pour la corriger, mais franchement, c'est le seul cas que je vois où on aurait un consensus sur le changement. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant sur Bitcoin et Bitcoin pourrait devenir le TCP/IP de l'argent, tout simplement. Mon avis a changé un peu avec le temps. Quand je suis devenu vraiment Bitcoiner hardcore, donc vers 2017, Mhm. je pensais que c'était un peu débile de dépenser ses bitcoins. Si on veut pas perdre du bitcoin, voilà, il faut gagner plus de bitcoin qu'on en dépense. Exactement. Quoi. C'est comme tout, on va dire. Fiat, il faut changer son fiat en bitcoin. Mais ce sera une adoption, on va dire, de standard monétaire mondial. Vraiment, ce qui m'a vraiment transformé en maximaliste, entre guillemets, c'est vraiment le 2017 et un épisode qui s'appelle la guerre de la taille des Des blocs. En blocs. tout cas, Bitcoin te transforme en ça. C'est-à-dire que moi, au départ, avant Bitcoin, j'étais un peu naïf, j'étais vraiment, voilà, toutes ces questions-là, les questions politiques et les questions monétaires ne m'intéressaient pas. Encore une autre différence entre Bitcoin et les altcoins, c'est que la plupart des altcoins, la plupart, il y a une fondation, il y a une entreprise derrière, et c'est un peu des startups en fait. Mhm. Et moi j'ai l'impression que la plupart des altcoins c'est ça, c'est-à-dire ils te vendent des trucs qui sont en avance de phase, donc ils vont faire rêver, notamment les technophiles, hein, qui vont se dire ah ouais c'est cool si on arrive à faire ça. Mhm. Si tu prends par exemple la plupart des meilleurs d'eux sur Ethereum, au final ben, c'est des entreprises qui les gèrent, Mhm. voilà, au final c'est un truc centralisé, une base de données quoi. Ouais. Donc, à la limite il y a les trucs genre Solana qui sont carrément sur, ils assument d'être pas du tout centralisés. Ouais. Tu prends un nœud Ethereum de 2019, tu le mets sur le réseau aujourd'hui, il Je comprend pas, comprends. il est Ouais. out, c'est pas possible en fait. Tu n'as pas la rétrocompatibilité. Une conférence à Paris s'appelait Breaking Bitcoin, où quelqu'un a révélé une faille un peu spectaculaire. Ça a fait un peu un drame. Oui. C'est vraiment bullshit land quoi. C'est Mhm. celui qui rajoutera le plus de mots-clés, de trucs, pour attirer les gens. Voilà, il va mettre IA, blockchain, je sais pas quoi. Et voilà, il va exciter les gens, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez courant dans l'innovation en général. Et ça n'épargne pas la crypto, bien au contraire. Au contraire, c'est 99% de bullshit, la crypto aujourd'hui. Moi-même, j'étais un peu comme ça avant d'être bitcoiner. Comme je suis informaticien, tu vois, j'étais un peu cette appétence pour les trucs un peu techniques. Mhm. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que la décentralisation pour la décentralisation, ça ne sert à rien. Les points où Bitcoin peut être comparé à l'or, je trouve que Bitcoin le bat à plat de couture. Voilà. Voilà, bonjour, bonjour à la communauté crypto en Afrique. Salut Gilles. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un de particulier, particulier dans son raisonnement, dans, dans sa vision de l'écosystème crypto. Vous allez avoir l'occasion de découvrir toutes ces choses intéressantes qu'il va nous enseigner. Donc, bienvenue Gilles sur la chaîne et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, on Écoute, va je suis commencer. ravi. Je vais juste te laisser te Je suis ravi de... présenter et qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment est-ce que tu es tombé amoureux de cet écosystème. D'accord. Voilà, je vais essayer de pas faire trop long parce que c'est quand même une longue histoire, hein, mon histoire. Bon, je vais commencer par le début, du coup. Donc moi, à la base, je suis de Martinique. Ok. Je suis né en Martinique il y a longtemps déjà. Je ne vais pas donner mon âge, mais je suis plutôt vieux. Recording in progress. Et, euh, et du coup, je suis parti à Paris pour mes études, en fait. Mhm. J'ai fait à Paris des études d'informatique. Ok. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé un peu, principalement dans le développement plutôt web, back-end, donc voilà, Java, Mhm. voilà, à l'époque c'était un peu ça. J'ai travaillé sur ouais, voilà, beaucoup les applis web. Mhm. Et puis j'ai déménagé en Bretagne, à Rennes. J'habite encore aujourd'hui à Rennes, en Ok. Bretagne. Et c'est l'ouest de la France, hein, pour ceux qui connaissent pas bien la France. C'est vraiment le plus à l'ouest de la France, le bras dans l'océan, là, c'est la Bretagne. Mhm. Et du coup,
Du coup, mon dernier poste en fait en tant qu'employé informaticien, c'était architecte de système d'information pour une société de services. Je bossais pour la défense, donc ça m'a un peu initié à la cybersécurité. Mhm. Et puis, bon, c'était pas un super passionnant. Moi, je m'ennuyais pas mal. Mais à côté de ce boulot-là, j'avais des passions. Bon, j'avais la musique. Bon, j'adore la musique depuis longtemps. Et puis, j'avais aussi le poker. Je suis un gros joueur de poker depuis super longtemps. Et du coup, pendant mes horaires de boulot, je traînais sur les forums de poker. Et c'est là que par hasard, j'ai découvert un thread qui s'appelait le Bitcoin, quoi. Ouais. Et c'est là qu'a commencé un peu l'aventure, le fameux rabbit hole, hein, dont on parle beaucoup, ceux qui découvrent un peu le Bitcoin. C'est très courant. Donc voilà, après, j'ai pas arrêté de lire, de voir tout ce que je pouvais voir sur Bitcoin. Et puis, j'ai commencé en fait évidemment, comme tout le monde au début, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'appât du gain, hein, comme un peu tout le monde, je pense. Mhm. Et le truc, c'est que du coup, j'ai commencé, parce que comme je suis informaticien, j'ai voulu mettre un peu les mains dans le cambouis. Donc, j'ai commencé par monter des rigs de minage dans mon garage avec des GPU. Là, je parle, on est en 2013. Mhm. Donc voilà, donc au départ, j'ai vraiment galéré. J'ai dû mettre plus d'un mois à ce que ça fonctionne. Et puis au final, ça fonctionnait. Donc à l'époque, je minais pas du Bitcoin, c'était déjà trop tard avec des GPU. Donc je minais des altcoins que je revendais pour avoir du Bitcoin. Et puis c'est comme ça que j'ai eu mes premiers Satoshi, quoi. Mhm. Et j'ai commencé ensuite, parce que j'étais toujours dans le mindset à pas du gain. Donc surtout que moi, je suis arrivé, genre, je sais pas, en juillet 2013, j'ai vu le prix il était à 100 dollars, passé à 1000 dollars. Donc voilà, voilà, j'étais très, on va dire, excité. Et puis après, ça a redescendu très fort. Donc en fait, j'ai commencé par là, j'ai fait un peu de trading. Mhm. Mais très rapidement, j'ai vu que j'étais pas bon en fait, sûrement dans le trading. Donc voilà, ça m'a ennuyé en fait. Je trouvais ça un peu répétitif. Et pour ceux qui connaissent le poker, ça me faisait plus penser à du cash game alors que moi je suis un joueur de tournoi. Mhm. Je j'aime pas trop les trucs un peu trop répétitifs. J'aime un peu Ouais. quand il y a quelque chose voilà, qui se passe. Donc, et à cette époque, j'écoutais pas mal Andreas Antonopoulos, entre autres, quand j'étais pas sur les trucs de trading. Et Andreas Antonopoulos, à l'époque, il disait un truc euh, euh, si vous voulez investir, n'investissez pas votre argent, investissez votre connaissance dans Bitcoin. Bon, à l'époque, il avait tort, hein, j'aurais dû faire les deux. mais, euh, mais du coup je me suis pas mal instruit sur Bitcoin au niveau technique, Mhm. parce que je voulais vraiment savoir comment ça Ça fonctionnait. fonctionne. Ouais. Et du coup, j'ai traduit Bastion Bitcoin, donc la première édition. Donc j'étais coordinateur après de la traduction. J'ai rencontré Andreas Sotolopoulos. Enfin bref, je suis rentré dans la communauté assez rapidement. Dès 2014, j'étais vraiment à fond. Du coup, j'ai quitté mon boulot. En 2016, j'ai fondé une startup qui s'appelle Wallet, Ok. qui utilisait Bitcoin, mais pour faire ce que tu appelles sûrement de la blockchain. Mhm. On verra plus tard ce que j'en pense maintenant, mais donc en gros, utiliser Bitcoin pour un usage pas monétaire, pas financier, pour faire ce qu'on appelle de l'horodatage, Ok. de la preuve de données. Donc on a bâti vraiment un système avec très scalable qui est capable avec une seule transaction Bitcoin de générer des millions de preuves pour des données. Donc en fait ça sert à beaucoup du juridique, faire de la preuve d'antériorité, de la signature électronique, Ok. prouver des signatures électroniques. Donc voilà, ça a duré 7 ans. Enfin, la boîte continue toujours, mais moi, j'y suis plus. Elle a été reprise l'année dernière par une Ok. autre boîte. Ah, ok. Et donc, mais cette boîte-là, on l'a amenée loin, c'est-à-dire on a des clients de renommée internationale. Par exemple, on a Chanel qui utilise ce système-là pour prouver
tous les opt-in pour dire oui, j'ai le droit d'utiliser mes données personnelles par rapport à la régulation. Donc, c'est beaucoup d'épreuves Ok. par rapport à la compliance et tous ces trucs-là. On fait de la signature électronique et tout. Enfin, bref. Donc, cette société-là, j'ai fait ça pendant 7 ans. J'étais CEO. Mhm. On a eu jusqu'à une dizaine d'employés. Et puis, ben, depuis, j'étais un peu indépendant consultant. Et puis, ben, enfin, j'ai rencontré, je l'avais déjà rencontré il y a longtemps, mais je l'ai revu en début d'année, Francis Pouliot, que tu dois connaître, qui est canadien, qui est une grande figure de Bitcoin. Et j'ai rejoint l'aventure Blue Bitcoin en mai, et aujourd'hui, je suis product manager de Blue Bitcoin Ok. depuis la France. Voilà, et Blue Bitcoin qui va bientôt sortir en Europe. Mhm. Donc ils commencent à construire une petite équipe européenne. Ça commence par la France en fait. Donc on est 3 Français euh, qui forment un peu l'équipe Bull Bitcoin Europe aujourd'hui. Donc voilà un peu pour mon parcours un peu en accéléré. Euh, voilà, donc moi je suis très Bitcoin, je connais très bien l'univers crypto parce que je navigue dedans depuis longtemps, mais je suis considéré principalement comme étant un Bitcoin maximaliste. Mhm. Et donc voilà, je suis surtout intéressé par Bitcoin, et le monde crypto m'intéresse plus pour, on va dire, le popcorn et tous les dramas et les choses, mais techniquement, ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Ok. C'est super, très belle, très beau parcours. On va dire, si on devrait expliquer à quelqu'un qui vient de faire son premier contact avec l'écosystème, comment est-ce que tu décrirais c'est quoi le Bitcoin et son mode de fonctionnement? Alors, il y a deux choses en fait. C'est est-ce que il y a la définition vraiment de ce qu'est Bitcoin, et moi j'aime bien avoir une définition très courte et Mhm. plutôt impactante, qui est Bitcoin, c'est la séparation de l'argent et de l'État. Voilà, Exactement. on avait des systèmes, on a des systèmes monétaires fiat gérés par des banques centrales, plus ou moins bien, hein, en fonction du pays. On voit qu'il y a des pays qui partent en hyperinflation. On voit même que dans des zones où on pensait que ce serait à peu près bien géré, comme la zone euro, ou Mhm. même la Fed aux États-Unis, on voit que ça part aussi, ils impriment beaucoup, quoi. Mhm. En fait, on a un nouveau système qui est indépendant, décentralisé, qui n'a pas de chef et qui a des règles claires définies au départ. Et chose très importante, parce que c'est ça qui fait pour moi la force de Bitcoin, c'est des règles qu'on ne peut pas changer. Mhm. Que pour arriver à changer ces règles, il faudrait qu'il y ait un consensus global. On sait très bien qu'un consensus global, ça ne peut pas exister aujourd'hui. Ouais. On va jamais, voilà, à part que je pense que peut-être s'il y a vraiment une faille de sécurité béante, tout le monde sera d'accord pour changer, pour la corriger. Mais franchement, c'est le seul cas que je vois où on aurait un consensus sur le changement. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant sur Bitcoin et qui fait justement en fait sa force, je trouve, notamment par rapport aux autres systèmes de consensus. Donc voilà, moi je définirais Bitcoin comme ça. Donc c'est un système vraiment monétaire d'argent sur Internet qui n'a pas de chef, qui est complètement décentralisé. C'est un commun. Et moi j'aime bien aussi le définir comme l'Internet de l'argent, dans le sens où moi je suis assez vieux pour avoir vécu sans Internet au début. Mhm. Et j'ai vu Internet arriver qui a libéré un peu l'information, c'est-à-dire que on avait vraiment un protocole informatique qui était capable on va dire, de permettre à tout le monde d'envoyer, d'échanger de l'information sans permission d'une certaine façon, Mhm. pour peu qu'on suivait les règles du protocole. Et moi, je vois Bitcoin comme son équivalent, mais pour la valeur, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment, pour moi, c'est vraiment un protocole informatique, au-delà de l'aspect monétaire et politique monétaire, la monnaie. On a vraiment une infrastructure, un protocole Mhm. qui est capable, on va dire, de transporter de la valeur et de pair à pair sans intermédiaire. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que moi, je pense que à terme, ça mettra encore, je pense, quelques années, mais Bitcoin pourrait devenir le
TCP/IP de l'argent, tout simplement. Et au-delà de l'argent, de la valeur aussi, parce qu'on peut transporter de la valeur sur Internet et pas forcément de la monnaie, en fait. Mm. Voilà, on pourra en parler par la suite, mais ouais, c'est comme ça que je le vois. Ok. Donc, très intéressant. Pour toi, il y a l'aspect protocolaire et puis l'aspect financier. Et disons, l'adoption de Bitcoin, selon toi, ça passera principalement par quel aspect? Est-ce que c'est du côté financier ou vraiment c'est côté protocole, transport de valeur? Alors, ouais, je pense que alors, là, la question, c'est est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'il y aura une killer app qui va vraiment faire exploser l'adoption? Moi, je pense que si on compare Bitcoin à Internet, hein, puisque moi, je fais facilement le parallèle, même s'il est un peu éculé et un peu facile, entre guillemets, Mhm, euh, je pense que il y a plusieurs voies. mhm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit déjà, en fonction du pays où on est, de sa situation géopolitique, économique, euh, Bitcoin peut avoir différents usages. Moi, si je prends mon cas, qui est vraiment dans la zone un peu occidentale, donc voilà, l'Europe, mhm, où on voit que la plupart des gens, bah, ils ont un compte en banque, ils ont plein de fintech qui les aident à gérer un peu bah, voilà, leur argent. Le principal usage qu'il y a en Europe, c'est l'aspect plutôt réserve de valeur, ok, euh, slash spéculation, on va dire. mhm, Qui est un vrai usage de Bitcoin parce que bon, voilà, c'est une solution typiquement pour se protéger de l'inflation mhm, ou de la perte de valeur du fiat. Donc c'est une solution qui est, on va dire, à 90% utilisée par les utilisateurs de Bitcoin en Europe. Mais même en Europe, on est plusieurs déjà à utiliser aussi Bitcoin comme moyen d'échange de valeur, c'est-à-dire pour acheter, voilà, s'échanger de la valeur. Et je pense, alors c'est quelque chose à mon avis, a changé un peu avec le temps. Quand je suis devenu vraiment Bitcoiner hardcore, donc vers 2017, mhm, je pensais que c'était un peu débile de dépenser ses Bitcoins. Mais aujourd'hui, ça a changé parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, Bitcoin a été créé pour être du cash numérique de pair à pair. Donc il est fait pour être dépensé, pour être échangé entre pairs. mhm. Donc aujourd'hui, autant que faire se peut, dès que je vois un commerce ou quelque chose qui a des produits qui m'intéressent, qui acceptent le Bitcoin, j'utilise mes Bitcoins pour payer. Ok. Après, bon, Bitcoin c'est de l'argent, donc si on veut pas perdre du Bitcoin, voilà, il faut gagner plus de Bitcoin qu'on en dépense, Exactement. quoi. C'est comme tout, on va dire. Donc, euh, donc il faut dépenser ses Bitcoins, mais il faut encore mieux gagner des Bitcoins. Ça c'est le top. Ou alors changer, si on gagne du fiat, il faut changer son fiat en Bitcoin autant que faire se peut. Mhm, Donc voilà, donc pour moi, il y a vraiment l'aspect réserve de valeur et bah, monnaie, en fait, tout simplement. Et puis après, il y a d'autres usages, notamment un, je pense, qui pourrait être vraiment déclencheur d'une adoption de masse, même si les gens s'en rendront pas compte. C'est vraiment l'histoire de protocoles de valeur qui permettent de transporter la valeur d'un point A à un point B, mhm, même de façon transparente. Si je prends un exemple, on a par exemple sur Bitcoin, on a un protocole de layer 2 qui s'appelle Lightning, mhm. qui permet de faire des paiements instantanés et tout. Donc c'est vraiment pratique pour le paiement. Moi, je l'utilise vraiment pour le paiement, mais je pense que c'est encore plus pratique pour faire du settlement entre deux points A et B, notamment au-delà des frontières, Mhm, pour peu qu'on ait des moyens d'acheter et vendre du Bitcoin des deux côtés, on peut vraiment utiliser Lightning comme une espèce de protocole de transport, même de fiat en fait. mhm. C'est-à-dire qu'on pourrait même transporter du dollar canadien ou du dollar US sur Lightning de façon plus efficiente que sur Swift ou Visa ou Mastercard en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment pour moi le truc qui pourrait faire passer Bitcoin à une adoption globale transparente. C'est-à-dire que les gens pourraient utiliser le réseau Bitcoin
sans s'en rendre compte, sans même le savoir, en fait. Parce Mhm. qu'il y a des avantages, on va dire, d'infrastructure à utiliser le protocole Bitcoin pour faire ça. Donc moi, je pense vraiment que c'est par là qu'on aura une espèce d'hyper-bitcoinisation, même si c'est pas vraiment le terme. Mhm. Et puis après, il y a la dernière, on va dire, option qui est un peu en cours actuellement, c'est que Bitcoin devienne le standard de réserve de valeur mondiale Mhm. et qu'on voit des États qui se mettent à acheter en masse du Bitcoin, un peu comme ils achètent de l'or, si tu veux, et que ça devienne vraiment un standard monétaire neutre mondial. Et ça, évidemment, ça peut également être quelque chose de déclencheur par rapport à une adoption globale, mais plus une adoption de standard. Donc, ce ne sera pas forcément une adoption de monsieur et madame Michu, mais Mhm. ce sera une adoption, on va dire, de standard monétaire mondial, quoi. Voilà. Exact. Ouais, je pense que tu as raison. J'ai reçu quelqu'un sur la chaîne récemment. En fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a refait les moyens de paiement vers l'Europe et l'Afrique sur la blockchain. Donc, avec ça, il a quand même résolu le problème de coût et de durée de transfert. Fait que, il y a des gens qui viennent sur sa plateforme, il envoie son argent, je vais envoyer des euros vers l'Afrique, vers du CFA, mais il ne sait pas qu'au fond, bah, je ne sais pas sur quel réseau il utilisait, mais ça pourrait être sur du Bitcoin. Et puis, monsieur et madame pourront utiliser la blockchain même sans s'en rendre compte. Je pense qu'on va Oui, plus oui, vers là. bah, Donc, tu as dit vers 2017. Donc, quand est-ce que tu es vraiment devenu Bitcoin Maxi? C'est 2017, tu as dit? alors, moi, franchement, vraiment, ce qui m'a vraiment transformé en maximaliste, entre guillemets, c'est vraiment le 2017 et un épisode qu'il y a eu qui s'appelle la guerre de la taille des Des blocs. blocs, la Block Size War, Ouais. et que j'ai vécu vraiment de l'intérieur. En fait, j'étais vraiment là, j'étais à New York quand il y a eu la fameuse réunion close door entre les gros de l'industrie qui voulaient changer Bitcoin. Mhm. Et que j'ai vu qu'en fait, que même si tous les plus gros mineurs, tous les Coinbase, tous les énormes mastodontes de l'industrie cherchaient à changer Bitcoin, et j'ai vu qu'ils n'y sont pas arrivés. Ouais. Et c'est ça qui m'a rendu vraiment bullish sur Bitcoin et sur l'indépendance en fait de Bitcoin et le fait qu'il soit vraiment, comment dirais-je, Incorruptible. ouais, et puis voilà, qu'on puisse pas le manipuler en fait. Mm. Et surtout, je comparais en fait aux autres protocoles qui émergeaient. Moi, à l'époque, il y avait déjà Ethereum, il y avait déjà d'autres choses où on avait vraiment une gouvernance beaucoup plus centralisée Mhm. et, euh, et où on avait plein de changements décidés par je ne sais qui pour je ne sais quelle raison. Et quand je comparais ça à Bitcoin, et surtout dans ma vision un peu protocole, si tu veux, Internet, ça a fonctionné, ça a mis beaucoup de temps en fait, hein, Mhm. du début jusqu'à l'adoption globale, il y a peut-être eu 30 ans, voire 40 ans. Et ça a fonctionné parce qu'on avait un protocole solide qui bougeait pas, et qui n'a Mhm. pas bougé pendant des dizaines d'années. Donc, Exactement. tu ne peux pas construire quelque chose de pérenne sur des sables mouvants. Et Mhm. pour moi, Bitcoin était clairement le protocole un peu sérieux qui avait le plus de chances de devenir un standard protocolaire informatique. Moi, j'ai toujours été un maxi un peu technique, dans le sens où moi, j'ai vraiment la vision, il n'y a pas plusieurs TCP/IP, quoi. Mhm. S'il y avait plusieurs protocoles TCP/IP, ça ne fonctionnerait pas Mhm. et que toutes les blockchains, alors évidemment, si tu rajoutes tous les aspects spéculation et tout, elles Mhm. veulent réinventer la roue en termes protocolaires alors qu'elles pourraient faire autrement en fait. Donc voilà un peu pour moi et ce qui m'a vraiment rendu maxi à l'époque. Ok. Voilà. Et puis, ça fait du sens parce que quand on parle de la gouvernance, tu vois, même certaines, du moins la plupart des altcoins, ils font ça, ils te donnent une feuille de route à l'avance. On ne sait pas si l'objectif de la feuille de route, c'est comme te dire, ok, te vendre un peu, je sais pas, du rêve pour que, voilà, tu viennes contribuer encore plus. Et après, ça change. Ethereum, par exemple, ils ont modifié leur feuille de route
tantôt il devrait y avoir du sharding, après il n'y en a plus. Ça sort en 2000, je sais pas quoi, 17, 2018, repoussé 2021, etc. Ce genre de choses. C'est vrai que ça fait que on a tendance à devenir un peu plus maxi. Mais il y a quelque chose qui revient quand même. Les gens me disent souvent, les bitcoins maxi, ils deviennent maxi parce que quelque part, bah, ils sont déjà un peu, entre guillemets, riches. Ils ont déjà assez de bitcoin pour défendre, pour défendre le bitcoin. Or, eux, les autres, ils arrivent, un bitcoin, ça coûte quoi? 65, 66 000. Mais il a ses 100 dollars. Comment il va défendre quelque chose qui ne peut plus le rendre riche? Bon, c'est ce qu'il croit, que ça ne peut plus le rendre riche, mais quelque part, il a quand même raison. Est-ce que on ne devient pas maxi parce que, voilà, on en a accumulé assez, ou peut-être pas assez, mais... Non, en fait, d'expérience, moi qui côtoie plein de maxi, Mhm. euh, je peux dire que c'est pas vrai du tout. Ok. Et que la plupart des gens, c'est pas un peu mon histoire, mais c'est un peu aussi mon histoire. Je l'ai pas dit aussi ce qui m'a rendu maxi, mais la plupart des gens qui deviennent maxi, c'est parce qu'ils se font rect sur des Oui, altcoins. beaucoup C'est-à-dire d'alcool. qu'ils se font arnaquer sur des altcoins avant. Et on leur a vendu monts et merveilles sur je ne sais quelle plateforme technique ou voilà. Et ils se rendent compte qu'au final, tout ce qu'ils ont fait, c'est perdre de l'argent. Et qu'à côté, ils voient Bitcoin, que Bitcoin qui est toujours là, qui bouge pas et qui ne fait que monter sur un temps long, en fait. Donc, l'aspect financier, alors, il y a ça aussi. Et en fait, comment dirais-je, euh, les gens, en fait, ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, oui, il y a l'aspect, le prix, le fait qu'on a une réserve de valeur. Mais Bitcoin, il y a quand même un truc qu'il a de spécial par rapport aux autres. Justement, tu parlais de roadmap. Pour moi, avoir une roadmap sur un protocole, ça a toujours été un red flag parce que, je sais pas, qui fait la roadmap. Enfin, Bitcoin n'a jamais eu de roadmap en fait. Faut savoir ça. On a commencé, tout ce qu'on fait, c'est à faire de petites améliorations du protocole sans aucune prétention et puis surtout sans annoncer avant en fait. Mhm. Donc, donc, donc le fait en fait que, que tu aies un protocole qui soit entre guillemets pur pendant des années, en fait, qui était maintenu par des passionnés, est très différent de protocoles qui, dès le départ, valent de l'argent et te promettent justement voilà, un retour sur investissement. Mhm. Et donc, en gros, euh, toute cette partie-là, un peu spéculation, aujourd'hui, chez les vrais bitcoiners, même si leur but, c'est vraiment d'amasser le plus de bitcoin, il faut savoir, contrairement à ce que tu disais, qu'un bitcoiner n'a jamais assez de bitcoin. Ouais. Jamais. Il veut toujours plus de bitcoin. Mais moi, j'en connais qui ont des centaines de bitcoins, ils veulent toujours acheter des bitcoins, ils n'en ont pas assez. Mhm. Et, euh, et en fait, il y a un truc très différent des autres aussi, c'est tout cet aspect, on va dire, liberté qui est prôné. Et cet aspect, en fait, résistance un peu à la censure, un peu l'aspect un peu fuck you money, Mhm. le fait que ce soit de l'argent qui résiste en fait à des attaques de l'État. Mhm. Si tu prends Ethereum par exemple, je pense que Ethereum résistera moins facilement à une captation d'un État typiquement. Si jamais un État veut, bon, je pense que c'est déjà fait entre nous, mais bon, ça c'est un autre sujet, prendre le contrôle du consensus d'Ethereum, ben, en fait, il pourra assez facilement. Mhm. Et sur Bitcoin, c'est cet aspect un peu rebelle, un peu pirate, euh, qui amène aussi des gens qui ont un état d'esprit, un peu qui en ont marre de comment voilà, comment les gouvernements ils abusent en fait de leur pouvoir et de, de, de la façon dont voilà, on est complètement dirigé. Et il y a un peu chez le bitcoiner maximaliste, il y a toujours un peu cet aspect un peu rebelle, Mhm. même militant, on va dire, presque militant politique, presque, qui revient. En tout cas, Bitcoin te transforme en ça. C'est-à-dire que moi, au départ, avant Bitcoin, j'étais un peu naïf, j'étais vraiment, voilà, toutes ces questions-là, les questions politiques et les questions monétaires ne m'intéressaient pas. Mhm. Et c'est Bitcoin qui m'a fait m'intéresser à d'où vient l'argent, comment fait l'argent et comment sont gérées les politiques monétaires, qui m'a un peu ouvert les yeux
sur la situation où en fait, l'homme il est complètement dépossédé du fruit de son travail en fait par plusieurs moyens. Et Bitcoin t'amène aussi à cette réflexion-là Mhm. qui pour moi, euh, qui pour moi aussi est très différente, qui n'existe pas sur les autres cryptos ou altcoins, ce côté un peu rebelle, politisé, voilà. Donc ça, c'est une grosse différence que je vois aussi. Bah, est-ce que les altcoins, dans leur philosophie, c'est vrai que ce qui revient souvent de la part des anti-maxi, c'est que bah, si on suivait juste les bitcoins maxi, on serait encore dans des années 90 côté tech, etc. Les altcoins, c'est oser, c'est aller chercher toujours plus, dépasser les frontières, etc. Mais dans le fond, quand tu vois le modèle des altcoins, tu as des gens qui financent un projet, là on n'a rien contre cela, mais qui ne misent pas sur les revenus du projet. Donc, dans la mesure où quelqu'un finance un projet et dit, je dis n'importe quoi, il finance un protocole comme, disons, AAV, et puis derrière, AAV doit générer du revenu. Donc, normalement, si tu crois vraiment au projet, bah, tu dois, en termes de retour, ce sont des revenus de AAV qui te seront remis. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il finance un projet, mais il s'agrippe sur le jeton. Donc, peu importe que le projet génère du revenu ou pas, bah, lui, il vend ses jetons. Du coup, on se dit, les altcoins, dans l'ensemble, bah, est-ce que déjà, on n'a pas échoué sur le modèle de départ? Même si on a pour prétexte que c'est pour résoudre un problème technologique, peut-être qu'on n'a même pas. Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a l'aspect financement de l'innovation, on va dire, Mm, qui, pour moi, souligne au fait encore une autre différence entre Bitcoin et les altcoins, c'est que la plupart des altcoins, il y a une fondation, il y a une entreprise derrière, et c'est un peu des startups en fait. mm, C'est un peu des entreprises qui vont se financer avec des tokens, hein, des fameux tokenomics, et du coup, on n'est pas du tout sur le même projet. Le projet Bitcoin, c'est un projet de protocole en commun, en fait. Quelque mhm, chose qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde. On n'est pas sur une entreprise de R&D, en fait. mhm, Donc, après, sur les promesses technologiques, est-ce qu'il y a un seul altcoin? Alors, on peut parler d'Ethereum qui a quand même permis des choses, mais on voit bien que ces choses-là, au final, ne sont pas techniquement viables, dans le sens où, moi je me souviens à l'époque, 2015-2016, quand Vitalik et compagnie nous expliquaient que Ethereum allait mieux scaler que Bitcoin, on allait tout faire sur le layer 1. mm, Et à l'époque, Greg Maxwell, un core dev bitcoiner, lui expliquait à Vitalik que ce n'était pas possible et que s'il voulait scaler, c'était obligatoirement en layer 2. mhm, Ce qui à l'époque avait été réfuté, justement parce que c'était marqué dans la roadmap, si tu veux, c'était ça un peu qui était vendu. Et qu'est-ce qui se passe ces dernières années? Mais au final, ils se sont rendus compte, en fait, non, ça ne scale pas sur le layer 1, on est obligé de faire des layers 2, ouais, comme par hasard. Et quand tu penses à ça, et quand tu penses que justement la fameuse EVM, Ethereum Virtual Machine, qui était censée justement être un layer 1 avec plus de capacité, on va dire, euh, plus de possibilités algorithmiques, mhm, au final, elle se retrouve à rien faire puisque tout se passe sur les layers 2. mm, Donc la question que j'ai moi maintenant, c'est du coup, à quoi servait Ethereum à la base, tu vois? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que faire un protocole de settlement, ça Bitcoin sait très bien le faire et qu'on peut très bien faire des roll-ups, des layer 2, whatever sur Bitcoin. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Et, euh, et surtout, quel est le problème qu'on essayait de résoudre avec ce fameux World Computer, en fait? mhm, Est-ce que euh, réparer l'argent, fix the money, euh, c'était pas un projet beaucoup plus important à faire en premier que de faire une cafetière connectée avec un smart contract sur la blockchain, tu vois? mm, Donc voilà, il y a toujours cette espèce de surenchère en fait de la part des cryptos qui est rarement tenue, voire jamais tenue en fait. mm, C'est beaucoup de promesses, beaucoup de très jolis sites, beaucoup de très longs white papers,
Mais au final, pour moi, il y a Bitcoin qui a inventé la roue et les autres qui essaient de te vendre une roue avec des néons, quoi, tu vois, ou une roue, voilà, avec des trucs complètement inutiles, quoi. Donc, euh, donc moi, je pense que c'est vraiment une question de... Il y a une notion dans Bitcoin qui est très courante, c'est la fameuse préférence temporelle, time preference. Euh, En fait, les choses se font dans un ordre. C'est comme si on est en 90 sur Internet et il y a des mecs qui arrivent et qui te vendent Netflix 4K en streaming, tu vois. Ouais. Tu vas lui dire, bah, non, gars, on n'est pas encore, il y a des choses à faire avant. Mhm. Et, et moi, j'ai l'impression que la plupart des altcoins, c'est ça, c'est-à-dire ils te vendent des trucs qui sont en avance de phase, donc ils vont faire rêver, notamment les technophiles, hein, qui vont se dire, ah ouais, c'est cool si on arrive à faire ça. Et ils ne se rendent pas compte, en fait, de la contrainte et que la plupart des choses que vendent les altcoins aujourd'hui, c'est soit il n'y a aucun intérêt pratique de le faire de façon vraiment décentralisée, d'une part, soit même s'il y a un intérêt à le faire, c'est pas possible pour plein de raisons. C'est-à-dire que tu vas toujours te retrouver avec des points de centralisation. Mhm. Si tu prends par exemple la plupart des meilleurs 2 sur Ethereum, au final, ben, c'est des entreprises qui les gèrent. Mhm. Voilà, au final, c'est un truc centralisé, une base de données, quoi, Ouais. chez quelqu'un. Tu prends les polygones, les whatever, les bidules. C'est voilà, si le truc, l'entreprise elle a un problème, le truc il marche plus. Euh, donc à la limite, il y a les trucs genre Solana qui sont carrément sur, ils assument d'être pas du tout décentralisés. Je trouve ça à la limite moins hypocrite que les mecs qui te vendent de la décentralisation impossible à faire en fait, hein. Mhm. Euh, donc voilà, il faut faire attention aux promesses technologiques qui pour moi ne sont pas en fait dans la bonne temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils essayent de te vendre un truc qui sera sûrement possible dans quelques années de façon décentralisée, mais qui aujourd'hui, tu peux le faire de façon un peu branlante, de façon décentralisée, mais tu le feras mal, ça ne va pas scaler et tu ne pourras pas avoir une adoption. Si tu prends typiquement la DeFi, tu vois, la finance décentralisée, Mhm. où tu as plein de trucs, tu cites AV et tout. Aujourd'hui, il y a des utilisateurs, mais on est très loin de l'adoption générale parce que ça reste beaucoup trop compliqué pour le commun des mortels. Et Mhm. ça reste pas du tout abordable pour tout le monde. Donc voilà, c'est mon avis un peu sur la crypto en général. Et franchement, plus le temps passe, plus je vois qu'en fait, plus l'histoire nous donne raison en fait, au maxi de l'époque, les anciens, les OG. Alors, on peut se demander parfois comment ça évolue les mises à jour sur Bitcoin. Qui les décide? Est-ce qu'il y a un groupe de développeurs? Est-ce qu'il y a un GitHub? Est-ce qu'il y a un forum Telegram? Comment est-ce que ça se passe lorsque on émet le besoin de faire une mise à jour sur Bitcoin? Alors, il faut savoir que Bitcoin à la base c'est un projet open source Mhm. et il y a une implémentation de référence qui est Bitcoin Core, qui est sur GitHub. Et c'est la contribution à Bitcoin Core, c'est une sorte de méritocratie. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire une pull request sur le repository GitHub, mais la pull request va être plus ou moins regardée en fonction des antécédents de la personne qui le Ok. propose. Et globalement, il y a des canaux de communication, il y a IRC, il y a des mailing lists, euh, il y a des gens qui travaillent du monde entier, hein. D'ailleurs, c'est assez décentralisé, les contributeurs, on va dire, de Bitcoin. Mhm. Mais globalement, on est vraiment sur une méritocratie open source pour le modèle de gouvernance. Ça, c'est une chose. Mhm. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les modifications dont tu parles, ce pas des modifications du modèle de consensus. Mhm. Ce sera éventuellement des améliorations du client. Mhm. Ce sera potentiellement des propositions, et là tu rentres dans le débat bien long, de soft fork. Mhm. Donc si tu veux, donc, on a des soft forks sur Bitcoin environ tous les 3 ans, 3-4 ans, il y a un soft fork qui arrive, mais à chaque fois c'est le résultat de longues discussions et
Donc voilà, là par exemple, il y a pas mal de discussions sur le moyen d'ajouter des covenants sur Bitcoin. On ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais voilà, c'est ce qui pourrait justement découpler la capacité, notamment en termes de smart contracts sur Bitcoin, enfin rendre ça plus facile. Il y a déjà des moyens de faire ça facilement. Et bien ça, c'est des discussions qui durent depuis déjà 3-4 ans. Donc on n'est pas sur la même préférence. Et à chaque fois, si tu veux, ce sera les propositions qui vont offrir le plus de consensus qui vont passer. Et s'il y a une modification de règle, ce sera toujours en soft fork, c'est-à-dire que ce sera une règle qui sera durcie et qui ne sera pas assouplie. Et c'est quelque chose qui va permettre surtout une chose très importante qu'il n'y a pas sur les autres protocoles, encore une fois, qui est la rétrocompatibilité. C'est-à-dire qu'un nœud ancien de, je sais pas, je dis n'importe quoi, de 2019, on l'avait téléchargé en 2019, il tourne encore aujourd'hui et il comprend ce qui se passe sur le réseau Bitcoin. Ouais. Tu prends un nœud Ethereum de 2019, tu le mets sur le réseau aujourd'hui, il comprend pas, il est out, c'est pas possible en fait. Tu n'as pas la rétrocompatibilité. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important quand tu construis un protocole, tu vois. Quelque chose qui est censé durer et être durable, parce que notamment les nœuds d'infrastructure, c'est pas des trucs que tu vas changer tous les 4 matins. Tu es censé installer un serveur, tu vas pas dire oh là là, il faut changer la version demain, tu vois, c'est pas possible. La plupart des gens sérieux, quand ils ont une version de logiciel, ils vont jamais mettre la dernière version du logiciel. Ils vont avoir 2-3 versions de retard. Ils vont attendre que tout le monde se casse les dents sur les dernières versions pour être sûr que voilà, ils vont l'installer et il y aura déjà 3 nouvelles versions derrière quand ils vont l'installer. C'est comme ça que ça marche en informatique. Je veux dire, sur tous les composants d'infrastructure critiques, on ne met jamais la dernière version en prod, en fait. Voilà. Enfin, voilà. Certains vont le faire pour tester, mais ce ne sera pas les trucs critiques. Et là, on est en train de parler d'argent, donc c'est quelque chose de critique. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec un autre Bitcoin. Donc, c'est vraiment une autre philosophie, une autre temporalité, encore une fois, préférence temporelle. Les changements sont beaucoup plus longs et il faut vraiment atteindre un consensus pour faire ces changements. Et donc la gouvernance, même s'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus influents que d'autres, elle est très décentralisée, ouverte, et n'importe qui peut arriver dans le game de Bitcoin. Il va devoir faire ses armes un peu, tu vois, réparer des petits bugs avant pour montrer un peu sa crédibilité, tu vois. Et puis après, il pourra proposer des changements et il sera écouté. Ils seront discutés par tous les moyens de communication qui existent. Voilà. Ah, c'est super ça. Alors, ce qui revient souvent aussi, c'est que les Bitcoin Maxi, eux, ils décrivent toujours le Bitcoin comme si c'était un produit fini. Ils ne reconnaissent pas généralement les vulnérabilités du Bitcoin. Si on te demandait quelles sont les vulnérabilités du Bitcoin à ces jours, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je pense que c'est très dangereux de dire que Bitcoin est fini. Par contre, j'ai envie de te dire, Bitcoin, justement, si justement il ne faut pas le changer, c'est qu'il fait des choses simples, mais il les fait bien. C'est-à-dire qu'on pourrait, il aurait pu être mieux globalement, hein, mais ce qu'il fait, c'est déjà assez bien. Et ce qu'il offre aujourd'hui est suffisant en termes de services rendus. Si encore une fois on fait le comparatif avec Internet, tu vois, IP, on savait dès le début que IP, voilà, il n'y aurait pas assez d'adresses, donc il y a eu IPv6. Mais même si tu regardes IPv6 aujourd'hui, l'adoption est minime. Tout le monde est toujours sur IPv4. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a quelque chose qui a prouvé sa robustesse, qui a prouvé sa résilience, et dont justement on cherche la plupart du temps à encore renforcer sa sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des failles de sécurité qui sont trouvées, notamment sur des versions de Core, qui sont corrigées au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont découvertes après, il y a des choses qui sont corrigées, mais globalement, le système est conçu d'une manière que la surface d'attaque soit vraiment minimale et
qu'on ait vraiment une espèce d'assurance que tout le réseau ne va pas tomber du jour au lendemain. Alors, tout le réseau ne va pas tomber du jour au lendemain, déjà, parce que, justement, ce que je disais auparavant, c'est qu'on a déjà plusieurs versions du logiciel qui tournent en même temps et qui font le réseau Bitcoin. Donc, si par exemple il y a une vulnérabilité sur une version, il y aura une autre version où il n'y aura pas. Enfin bref, tu ne pourras pas attaquer tout le réseau de la même façon. Autre chose, en termes il y a pas mal de choses qu'on sait qu'il va falloir changer à un moment donné dans Bitcoin. Tu vois, des choses qui sont connues, qui sont anticipées. Même si tu pars dans des trucs un peu ésotériques, des trucs genre l'informatique quantique, tu vois, par exemple, on sait que les premiers types d'adresses, typiquement les adresses qu'utilisait Satoshi Nakamoto, par exemple, sont très vulnérables à des attaques quantiques. Mais depuis l'introduction de Segwit et Taproot ensuite par la suite, ou même de type de script Bitcoin, tout simplement le fait, par exemple, de hasher la clé publique au lieu de mettre directement la clé publique, ça rend déjà le travail beaucoup plus difficile à un ordinateur quantique de casser un peu la sécurité de Bitcoin. Donc voilà, il y a des choses connues et des évolutions, mais globalement, je peux affirmer sans peur que Bitcoin, c'est le protocole informatique le plus sécurisé au monde et avec le moins de failles au monde. Et les failles, même s'il y en a, je me souviens notamment d'une conférence à Paris qui s'appelait Breaking Bitcoin, où quelqu'un a révélé une faille un peu spectaculaire. Ça avait fait un peu un drame à l'époque. Au final, il n'y a pas eu de drame sur le réseau. Et la faille était déjà corrigée dans les dernières versions, la faille qu'il a révélée. Donc voilà, en termes de sécurité, ce qui est important, c'est qu'on le soit. C'est Matt Corallo, The Blue Matt, qui a fait un talk à Nashville la semaine dernière. Bon, j'y étais pas, mais j'ai vu les trucs passer. Qui disait justement, pour se reposer sur ses lauriers et penser que Bitcoin est parfait, c'est le danger. Il faut toujours être vigilant et toujours surveiller les moindres failles. Et voilà, il y a quand même pas mal de gars qui sont sur ce boulot-là. Bon, on ne parle pas de milliers de gars, hein, parce que vraiment maîtriser Bitcoin dans son entièreté, dans tous les trucs, bon, je pense qu'il y a quelques dizaines de gars qui sont vraiment sur le feu pour justement faire ce travail-là de veille et puis de mettre éventuellement des correctifs ou des évolutions en place pour corriger les éventuelles failles si elles arrivent, quoi. Voilà. Parfaitement. Alors, on a aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a toujours eu, mais je suppose que oui, il y a toujours une division entre, pas une division vraiment, mais des visions un peu séparées entre des maxi Bitcoin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à un point où on a certaines personnes qui défendent vraiment la cause de Bitcoin, l'idée de base, et d'autres aujourd'hui qui poussent plutôt pour que les gouvernements, qui poussent plutôt du Bitcoin entre les mains des gouvernements en acclamant par exemple les discours de Trump qui dit je suis président, les États-Unis, on va avoir, je sais pas, 4 millions de Bitcoin. Ils sont contents lorsque BlackRock dit on va acheter, etc. Est-ce que on n'est pas un peu en train de perdre l'essence même du Bitcoin au profit de voilà, la part du gain, même entre les Bitcoins maxi? Alors, il y a un truc que j'aime dire souvent, c'est que plus Bitcoin grossit, plus le nombre de Bitcoiners augmente, plus on s'en rend compte qu'il y a autant de visions de Bitcoin que de Bitcoiners, en fait, hein, quasiment. Et que les Bitcoiners, pour être vraiment entraîné avec plein de Bitcoiners, on n'est jamais d'accord sur rien. On est d'accord sur certains trucs de base, mais il y a souvent des débats sur. Après, j'ai envie de dire, il y a aussi Bitcoiners et Bitcoiners, quoi. Les Bitcoiners qui vont saluer BlackRock
un peu comme les éthéristes là, qui saluent les ETF, pareil. Mhm. C'est des mecs-là, moi j'appelle ça les NGU Boys, quoi. C'est des mecs qui sont là que pour le number go up et qui sont pas vraiment là pour la révolution, quoi, en fait, tu vois. Mhm. Ils sont là pour pump leur bag et donc ils accueillent euh, voilà, favorablement tous ces trucs-là parce qu'ils pensent que ça va faire monter le prix de Bitcoin. Alors, à tort ou à raison, ouais, ils ont sûrement raison, mais globalement, bon voilà, pour moi, c'est vraiment une frange de Bitcoiners qui est un peu, on va dire, superficielle sur l'aspect Bitcoin, qui sont aussi Bitcoiners qu'un mec qui est sur Solana et Solana, quoi, tu vois, pour les mêmes raisons, tu Mhm. vois. Donc voilà, pour moi, ils ont encore du chemin pour vraiment capter ce que c'est Bitcoin. Après, sur ce point-là, il y a deux visions, enfin, pas deux visions, mais il y a vraiment ceux qui pensent que c'est une attaque Mhm. de Bitcoin. Hein. Les gouvernements s'y mettent, que BlackRock s'y mette. Et puis, il y a ceux comme moi qui pensent que Bitcoin is for enemies. C'est-à-dire que Bitcoin est neutre, donc même ton ennemi a le droit de l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et que ce n'était qu'une question de temps avant que les États se rendent compte que Bitcoin peut leur servir à eux aussi, en fait. Et ce qui est beau dans Bitcoin, c'est que Bitcoin peut servir à un mec qui a rien à manger au fin fond de l'Asie et à un BlackRock, tu vois, pour d'autres raisons, pour différentes raisons. Et que ce qui est beau dans Bitcoin, c'est que les deux ont le droit d'utiliser Bitcoin de la même façon. Mhm. Après, pourquoi ça ne m'inquiète pas non plus outre mesure, ces trucs-là, c'est que même si des mecs essayent d'acheter tous les bitcoins de la Terre, déjà, je ne vais pas leur vendre les bitcoins, déjà. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est que même s'ils ont plein de bitcoins, bah, ils ne peuvent toujours pas changer bitcoin, en fait. C'est Mhm. toujours mon truc par rapport à 2017. Et que donc, en gros, au final, moi, si tu veux, par rapport à cette situation-là, je regarde parce que ça m'intéresse au niveau politique, au niveau, voilà, qu'est-ce que ça va changer si les États-Unis commencent à mettre des bitcoins en réserve, que vont faire les autres pays, ça va être très intéressant à regarder tout ça. Mhm. Mais je regarde ça un peu en sideline avec mon popcorn. Moi, j'ai des bitcoins, tu vois, voilà, je regarde, mais ça m'inquiète pas outre mesure. Au contraire, ça fait un peu du sport et puis on va voir en fait, parce que pour moi, il y a une grande incompatibilité entre Bitcoin et l'État, le concept d'État. En fait, Oui, c'est si ça. tu C'est dans veux, ta définition donc, même, dissocier pour l'argent moi, et l'État. les deux ne sont pas censés aller ensemble. Donc, quand un État comme El Salvador fait des trucs ou d'autres États essayent de faire des trucs, c'est assez intéressant parce qu'au final, à un moment donné, ils vont devoir s'adapter. Donc, c'est soit on a un affrontement frontal, donc pas mal de pays ont déjà essayé l'interdiction, Mhm. voilà, des choses, tu vois, des pays qui sont revenus d'ailleurs sur leurs décisions parce qu'ils ont vu que ça marchait pas. Mais on va avoir une période où les deux vont devoir vivre ensemble et il va devoir y avoir des concessions. Et ce Mhm. qui est beau, c'est que les concessions, elles ne seront pas côté Bitcoin. Parce que Bitcoin ne fait pas de La concessions. concession. Donc, c'est les États qui vont devoir s'adapter. En fait. Et donc, ça, c'est très intéressant à regarder, à voir. Et, euh, et voilà, on va passer par plusieurs phases. Euh, mais au final, c'est sûr que Bitcoin va gagner, quoi. La question, c'est. Enfin, Bitcoin a déjà gagné, parce que si tu veux, aujourd'hui, on peut déjà utiliser Bitcoin comme on veut. Si on m'avait dit en 2013 que Bitcoin serait au point où il en serait aujourd'hui, en 10 ans après, bah, je n'aurais pas cru. Mhm. Et on est encore très tôt dans l'histoire de Bitcoin. Les gens qui se disent ah c'est trop tard Bitcoin pour rentrer. Je parle même pas de prix, hein, mais je parle de niveau d'adoption en fait dans lequel on est. Mhm. Je pense qu'on est très très tôt. Mhm. Encore une fois, si tu compares à Internet, Internet après 11 ans ou après, c'est ce que je raconte 2009, donc on est à 15 ans. Après 15 ans, Internet, il n'y avait pas encore de web, hein, Mhm. tu vois. Ça n'existait pas.
on était encore au début. C'est-à-dire que certains pouvaient envoyer un mail en ligne de commande sous Unix, quoi. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup dans le monde qui étaient capables de le faire après 15 ans, tu vois. Mm. Donc, on est encore très, très tôt dans l'histoire de Bitcoin. Voilà. Super, super, super. Et si on parlait un peu des smart contracts sur la couche Bitcoin, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Est-ce que on a des Layer 2 qui permettent déjà un bon nombre de choses? Ou je sais qu'il y a Lightning qui est quand même pas mal utilisé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étendent un peu les Alors, capacités du Bitcoin? il y a des travaux depuis très longtemps sur ces points-là, Mhm, avec des visions un peu différentes, des aspects un peu différents, des trucs plus ou moins légitimes. mhm, Euh, Globalement, Lightning, typiquement, ne fait pas de smart contract. Il s'occupe d'une chose, hein, une chose bien, c'est scaler les paiements. le Scaler ses transfert. paiements, et vraiment avoir quelque chose qui scale. Mhm, Après, niveau smart contract, Taproot, qui est un software qui est passé il y a 2 ans, je crois, il permet déjà de faire pas mal de choses. Il y a plein. Il y a au moins 4 ou 5 projets en parallèle différents qui décuplent les capacités de smart contract de Bitcoin. Parce que faut pas oublier qu'à la base, Bitcoin avait un langage de script plus compliqué qu'il l'a aujourd'hui, mhm, et que Satoshi lui-même et d'autres ont élagué, ont enlevé plein de choses, plein de possibilités, justement parce qu'ils estimaient que ça augmentait la surface d'attaque, ouais, que justement. un langage de script trop complexe permettait de faire des choses dangereuses. Mhm, Et donc, c'est pour ça que la plupart des trucs sérieux en termes de smart contract, on va dire, évolués, on peut parler, je sais pas moi, de Miniscript, on peut parler de BitVM qui est sorti récemment, qui est assez ouf parce que BitVM nous permet de faire tout ce qu'on veut en fait, mhm. et sans soft fork. Donc c'est ça qui est assez intéressant, sans changer Ouais. la couche de base. Euh, donc en fait, il y a plusieurs projets, mais alors c'est des projets qui ont entre BitVM, ça doit être le plus récent, enfin il y en a d'autres après derrière, mais je ne peux même pas parler de ceux-là. BitVM doit avoir à peine 1 an et demi, Mhm, et les plus anciens, ça fait déjà 8 ans qu'ils bossent dessus, quoi, tu vois. mhm. Donc je pense qu'on va arriver, on peut déjà faire des trucs, il y a déjà des boîtes qui se lancent là-dessus, notamment sur les District Load Contract, les DLC. Il y a plein de sujets super intéressants dans Bitcoin, très pointus. Malheureusement, c'est vraiment pas accessible à tout le monde, mais il y a des sujets vraiment très pointus qui, selon moi, vont arriver avec le temps, avec une maturité, mais seulement quand on vraiment sera sûr que le truc est viable, le truc est sécurisé, le truc est... Donc voilà, on en revient à cette histoire de time préférence et au fait qu'on va avoir des choses beaucoup plus puissantes que ce qu'on a sur les altcoins aujourd'hui en termes de smart contracts, qui seront faites différemment, avec une autre philosophie, mais de façon, on va dire, solide, durable dans le temps. C'est ça la différence. C'est-à-dire que, donc voilà, il y a plein de sujets techniques sur l'aspect, on va dire, contrat intelligent complexe. Mhm. Euh, on peut suivre, mais il faut être patient. Voilà, il Ouais. faut être patient, même s'il y a déjà des trucs, même ceux qui proposent ces trucs-là disent très bien que c'est passé. Tu vois. Mhm. Super. Alors, si on va revenir un peu sur cette notion de décentralisation, on dirait que aujourd'hui on essaie de tout décentraliser. On veut décentraliser la science avec les DeCi, on a les DePIng, on a l'IA décentralisée, etc. Est-ce que, selon toi, est-ce que c'est des choses qui ont vraiment besoin d'être... Est-ce qu'on a besoin de faire de l'IA sur la blockchain ou c'est encore une énième façon de, voilà, de rec les Ah, non. investisseurs? Pour moi, c'est assez simple. Tout ça, c'est du bullshit. Et puis, même un truc qui potentiellement
Même il y a des trucs qui sont aussi sur Bitcoin, mais que j'estime aussi comme étant du bullshit. Mhm, Euh, même l'histoire de juste tu prends la base de la tokenisation, tu vois. mhm, Notamment un nouveau terme à trois lettres qui est apparu il y a quelques mois, les reward assets, là, les RWA. mhm, Euh, En fait, oui, techniquement, tu peux gérer sur une blockchain le transport de tokens, on va dire. mhm, Mais le problème, en fait, c'est que la gestion, surtout dans le monde réel, dans le monde physique, mhm. je prends l'exemple de l'immobilier, il y aura toujours besoin de mecs, un vrai gars sur le terrain, tu vois. Exact. La blockchain va pas arrêter, je sais pas moi, l'huissier quand il va venir saisir le bien, ou la police, ou la justice, tu vois ce que je veux dire? Mhm, Donc au final, tu auras toujours besoin d'un intermédiaire. Et je trouve que la plupart des projets de tokenisation, ça marcherait beaucoup mieux avec une bonne vieille base de données, et puis un mec qui a pignon sur rue qui dit je gère ça pour vous. Ah, tu mhm, veux créer des tokens de ça, je te les crée, j'appuie sur un bouton, tu me fais confiance. mhm, Parce qu'au final, c'est ça qui se passe dans tous les cas. mhm, Tu vas toujours finir par devoir faire confiance à quelqu'un. Et, euh, et donc, après, pour tout ce qui est IA, bidule, machin, ça, c'est un truc que je vois. Moi, j'ai créé une start-up en France, donc j'ai baigné dans cette espèce voilà, d'environnement sur l'innovation. C'est vraiment bullshit land, quoi. C'est mhm. celui qui rajoutera le plus de mots-clés, de trucs, pour attirer les gens. Voilà, il va mettre IA, blockchain, je sais pas quoi. Et voilà, il va exciter les gens, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez courant dans l'innovation en général. Et ça n'épargne pas la crypto, bien au contraire. Au contraire, c'est 99% de bullshit, la crypto aujourd'hui. Donc, il y a plein de gens qui te vendent des trucs hyper sophistiqués, hyper compliqués, avec des maths, des trucs. Mais bon, au final, tu te rends compte qu'ils voulaient juste dump le token sur ta gueule. Donc voilà, c'est très dur de naviguer parce que j'imagine en fait le néophyte. Moi-même, j'étais un peu comme ça avant d'être bitcoiner. Comme je suis informaticien, tu vois, j'étais un peu cette appétence pour les trucs un peu techniques. Mhm, Mais très rapidement, je me suis rendu compte que la décentralisation pour la décentralisation, ça ne sert à rien. mhm. Et que dans la plupart des cas, un bon vieux modèle centralisé marchera 10 000 fois mieux qu'un truc qu'on va décentraliser juste pour dire que c'est C'est décentralisé, décentralisé. alors qu'il n'y avait même pas besoin de décentralisation. Mhm, Ok. Donc, sur l'argent, sur la monnaie, il y a besoin parce que ça résout plusieurs problèmes. Ça mhm, résout justement le fait que les États trichent et que les États nous abusent en fait. mhm. Donc voilà, donc moi je suis très sur ça, sur le fix the money first. Et puis après, tu feras tes trucs si tu veux, mais il y a des choses à régler avant, si tu veux. Il y a vraiment un truc très important, une espèce de révolution à mener avant de faire tous ces trucs qui sont voilà, des projets de start-up, quoi. Mais c'est beaucoup moins intéressant que le projet sociétal qu'offre Bitcoin, en fait. Exactement. On fait souvent le parallèle entre le Bitcoin et l'or. Bitcoin, c'est l'or numérique. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est valable ou Bitcoin, c'est même pas comparable à l'or, on dirait, dans les Bah, possibilités. c'est un peu comme tout. Oui, alors il y a pas mal de choses qui sont comparables, notamment l'aspect réserve de valeur, l'aspect, on va dire, divisible, même si l'or est difficilement divisible, mais il l'est quand même. Mais globalement, je trouve que Bitcoin, sur les propriétés où l'or est fort, est très supérieur. Mhm. Très supérieur sur plein d'assets. Typiquement, le transport, c'est beaucoup plus simple de transporter du Bitcoin que Ouais. de transporter son lingot d'or, tu vois, notamment pour passer les frontières. Hein, tu vois, il suffit Mm. de retenir 12 mots dans ta tête par rapport à mettre des bouts d'or dans tes parties intimes. Je trouve que c'est un peu plus compliqué. Euh, et donc, du coup, je trouve que sur plein d'aspects où l'or était fort et l'or était un peu presque la seule solution pour les gens qui voulaient justement être sur un système de valeur un peu à l'écart de tout ce qui se fait
Sur plein d'aspects, Bitcoin le bat à plat de couture. Après, voilà, l'or c'est moins volatile que Bitcoin, mais bon, globalement, quelqu'un qui met sa fortune en Bitcoin il y a 5 ans, il ne regrette pas par rapport à s'il l'avait fait dans l'or, tu vois, ou Mhm. il y a 10 ans, ou ce que tu veux, ou même aujourd'hui, il ne le regrettera pas dans 10 ans, je pense. Donc, euh, donc oui, la comparaison est valable parce que le modèle monétaire, le modèle d'émission monétaire de Bitcoin est un peu calqué sur les métaux précieux. Le fait que ce soit facile à extraire au début et plus dur à la fin, le fait que le supply soit limité, même si bon, l'or, on ne sait pas combien on a d'or sur la planète, et puis surtout on sait qu'on en a plein l'espace quoi, de l'or, donc il suffit qu'on arrive à astrominer et c'est fini quoi. Ouais, Donc, euh, donc voilà, voilà. Sur les points où Bitcoin peut être comparé à l'or, je trouve que Bitcoin le bat à plat de couture. Voilà. super. Et si on parlait un peu des CBDC, Mhm. comment est-ce que la communauté Bitcoin accueille Alors, moi, j'ai écrit un article là-dessus il n'y a pas longtemps. On a fait un space d'ailleurs là-dessus. Mhm. Euh, Moi, je trouve que les gens, CBDC, en fait, dans ce que je dis, ça me rappelle beaucoup Libra. Alors, je ne sais pas si tu étais déjà là à l'époque de Libra, Facebook. où il y avait quand il y avait Facebook qui voulait faire son truc, et moi je disais à l'époque que Mhm. Facebook allait jamais arriver à faire son truc parce que les États allaient l'arrêter, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mhm. Et contrairement à Bitcoin, tu sais où taper pour arrêter le truc. Mhm. Si les États disent stop, ils stoppent, tu vois le truc. Mhm. Et à l'époque, il y avait plein de gens qui étaient genre ah oui, mais tout sera machin, on sera sur Libra, on va échanger des trucs sur WhatsApp et tout. Euh, et les gens s'enflammaient, en fait. Ils s'enflammaient sur le truc, ils pensaient que voilà, ça allait. Et là, euh, et là, je pense que les CBDC, c'est pareil. Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mhm. Parce que tous les signes montrent que ça peut pas marcher et que ça marche pas et que ça va pas marcher. Si on regarde par exemple le truc en Chine, échec total. Le truc au Nigeria, échec Ouais. total. Euh, L'Europe n'est même pas sûre de ce qu'ils veulent exactement pour leur CBDC. Mhm. Aux États-Unis, il y a plein de gens, notamment les républicains, qui ont dit on veut pas des CBDC, on veut interdire les CBDC. Mhm. Pour moi, les CBDC, c'est vraiment un truc qu'on a monté en MP un peu, genre la menace et tout. Et moi, ça me fait absolument pas peur, quoi. C'est vraiment un truc, pour moi, c'est un truc, les États, ils essaient de gesticuler avec ce truc, mais au final, on sait même pas à quoi ça sert, à qui ça sert. Que ce soit pour nous, les citoyens, ça sert à rien, à Mhm. R, et même pour l'État, ça ne sert à rien. Parce que si on parle de surveillance, de machin, l'État peut déjà nous surveiller sans ça, tu vois. Mhm. Ils ont accès à nos comptes en banque, ils peuvent demander à la banque, ils ont tout, C'est ça. ils peuvent s'en souvenir. Enfin, l'euro est déjà numérique dans notre cas, donc ça sert à rien. Donc il y a plein d'aspects qui me font dire que en fait c'est beaucoup de bruit pour rien au final, les CBDC. Voilà, ça c'est mon avis et ce que je dis un peu dans l'article que j'écris sur le sujet. Ok, super. Voilà. Donc pour finir, si on parlait de l'aspect privacy sur Bitcoin, est-ce que c'est quelque chose qui Mhm. est toujours d'actualité ou il y a des travaux qui se font de ce côté? Alors, ouais, alors ça c'est toujours un truc, notamment par les privacy coins maximalistes, les monéristes et tout ça, Mhm. qui reproche, en tout qui est à peu près vrai, que Bitcoin n'est pas privé. Mais il faut quand même bien se rendre compte que quelqu'un qui connaît Bitcoin, qui sait se servir de Bitcoin, peut absolument être totalement privé avec Bitcoin parce qu'il sait utiliser les bons outils, qu'il a les bonnes pratiques, qu'il va faire du coin join, qu'il va faire plein de choses Mhm. de la coin selection, il y a plein de pratiques où en fait, si on veut bien s'y pencher, on peut être totalement privé sur Bitcoin. Alors c'est sûr que le mec qui achète ses Bitcoins sur Binance et qui paye depuis Binance en site sur le dark web ou je sais pas quoi, Mhm. oui, forcément, lui, il va être facilement, on va dire,
flagués par les chaînes Analysis et compagnie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, des trucs très simples te permettent d'être complètement privé sur Bitcoin et tu n'as pas besoin de privacy coin. Ne serait-ce qu'il y a plein de trucs super simples, quoi. Je sais pas, envoyer tes bitcoins dans Lightning et les ressortir. Voilà, Recording in progress. C'est fini, en fait, ils peuvent pas te retracer derrière. Plein de trucs évidents, en fait, qui sont très simples. Les PayJoin, qui sont aussi l'UTXO management en général, les bonnes pratiques, en fait. Je trouve qu'il y a pas mal d'améliorations encore à avoir, notamment sur les wallets, qui vont permettre que juste en implémentant quelques règles simples, ça améliore déjà x10 la privacy sur Bitcoin, tu vois, le fait de jamais réutiliser la même adresse. Bref, il y a plein de choses qu'il faut absolument faire si on souhaite rester privé sur Bitcoin. Donc oui, de base, le protocole est ouvert, il est public, et d'ailleurs c'est très important qu'il le soit, parce que c'est ça qui permet son auditabilité. Tu vois, aujourd'hui, avec mon nœud, je suis capable vraiment de vérifier tous les bitcoins depuis le Genesis block. Je suis incapable de faire ça sur Monero, parce que justement, on a mis toute cette obfuscation, toutes ces règles qui vont rendre le protocole privé, mais au final, parce que il suffit d'aller sur l'exchange XMR et tu as le nom, prénom du gars, et puis voilà, tu sais qu'il y a du Monero, donc il fait des trucs chelous, et il sera encore plus flag parce qu'il n'aura pas le volume, en fait, qu'a Bitcoin, en fait. Bitcoin, il y a une autre sécurité de privacy, c'est qu'il y a beaucoup plus de volume, donc tu es noyé dans la masse, en fait, globalement. Donc voilà. Voilà sur l'aspect privacy, ce que je dirais personnellement. Super. Avant de te laisser filer, Gilles, si on parlait avenir proche, est-ce que tu as des projets à venir Moi, déjà, mon principal projet aujourd'hui, c'est Bull Bitcoin. Hein, c'est essayer d'aider la boîte à vraiment se déployer en Europe. Et puis, on va sûrement aller dans d'autres pays. On va sûrement essayer d'aller en Inde. Gros sujet, l'Inde, au Mexique. Bref, on essaie de sortir un peu du Canada. À titre personnel, moi, je vais toujours essayer de range-pile le plus possible mes confrères, même si je pense que voilà, il faut aussi un espèce de terrain pour être réceptif à tout ce discours-là. Et puis voilà, j'écris un peu, je donne des cours, mais globalement, voilà, je suis assez focus sur le projet Bull Bitcoin et la vision qu'a Francis, parce que en gros, l'idée, c'est vraiment, tu sais, le slogan de Bull Bitcoin, c'est Engineering Sovereignty. Donc c'est vraiment apprendre l'autosouveraineté aux gens. Tu vois, sur Bull Bitcoin, il n'y a pas de custody de Bitcoin. On oblige les gens à self-custody. Quand tu achètes des Bitcoins sur Bull Bitcoin, les Bitcoins ne restent pas chez Bull Bitcoin. Donc c'est très important parce que les gens qui pensent acheter du Bitcoin, qui sont sur Coinbase ou whatever, mais en fait, ils n'ont pas les Bitcoins. No keys, no cheese. Donc, il faut vraiment apprendre aux gens la self-custody parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils sont vraiment souverains. Donc, c'est vraiment ça le projet d'apporter la souveraineté aux gens et faire que les gens soient plus libres, en fait, et aient plus de choix, tout simplement, dans leur vie. Donc, voilà, ça, c'est mon projet global, sur le long terme. Et voilà, et puis sinon, il y a des conférences là à venir. On va être à Biarritz, à Surfing Bitcoin en France, où il y a Francis qui va venir parler. Donc, moi, j'aurai un talk aussi sur les fees sur Bitcoin. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le court terme. Ça, c'est fin août. Voilà, donc, voilà. C'est super, c'est super. Écoute, merci beaucoup Gilles pour ton temps, pour toutes ces belles choses que tu nous enseignes. La communauté te sera reconnaissante. Donc, prends soin de toi et surtout continue ce que tu fais. Nous t'aimons comme ça, ton trash talking. Donc, merci beaucoup. Mais bon, il faut que tu changes crypto en Afrique, ce sera Bitcoin en Afrique bientôt. Quand je vais virer Maxi, ça sera Bitcoin. Oui, mais c'est bientôt à mon avis, tu verras.
C'est obligé. Tu vas finir par y penser. Bah oui, je le deviens déjà progressivement. C'est bien, c'est bien.